Espace TV, le 22h. Bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV à la une de l'actualité ce soir. Célébration de la Journée mondiale de l'enseignant ce 5 octobre sur le thème « Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession ». En Guinée, la célébration de cet événement a mobilisé dans un lycée de la capitale de nombreux enseignants et les ministères en charge de l'éducation. Une occasion de parler des conditions de vie et de travail des enseignants. D'anciens chefs d'État africains s'engagent à défendre le respect de la limitation des mandats en Afrique. Réunis au Niger sous l'impulsion du NDI, ces dirigeants encouragent l'alternance démocratique et le respect de l'état de droit. Vous suivrez un extrait du discours du président nigérien Mahamadou Issoufou. Enfin, en France, l'auteur de l'attaque de la préfecture de police de Paris jeudi, faisant 4 morts, avait une vision radicale de l'islam, indique le procureur antiterroriste. Voilà pour les titres de ce 22h. Soyez les bienvenus. Ils forment les hommes dans la société. Eux, ce sont les enseignants qui célèbrent ce 5 octobre leur fête initiée par l'UNESCO. Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 25e journée internationale des enseignants. En Guinée, c'est le lycée 1er mars qui a servi de cadre à la cérémonie présidée par les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les enseignants des 5 communes de la capitale se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à leur fête. Mariam Foudé Kamara, Aboubakar Din Kamara nous signent ce reportage. La Journée internationale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année avec pour objectif la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs. Le ministre de l'Éducation s'est réjoui des efforts consentis l'année dernière en dépit des difficultés. L'occasion m'est ainsi offerte pendant cette commémoration de saluer les efforts louables accomplis par tous les acteurs et partenaires de l'école guinéenne. Je salue particulièrement le courage et l'abnégation des enseignantes et enseignants, ce qui a permis de conduire à son terme, malgré les difficultés vécues, l'année scolaire et académique écoulée. L'intersyndicale de l'éducation, par la voix du secrétaire général du SLEG, demande l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. L'intersyndicale de l'éducation, au nom de toutes les enseignantes et enseignants de Guinée, demande au gouvernement conditions de vie et de travail. La révalorisation de toutes les primes et indemnités citées ci-dessous à 100%. Et l'augmentation des salaires indiciaires à 100%. La rentrée scolaire s'effectue dans un contexte national particulier marqué par la publication des résultats catastrophiques des examens enregistrés l'année dernière. Pour inverser cette tendance, la présidente de la FEGIPAE invite tous les acteurs intervenant dans le secteur à une prise de conscience. Pour éviter cela, on se donne la main en remplissant les conditions de vie et de travail de nos enseignants. Les accompagner dans la promotion de la paix, dans la discrimination, on ne peut pas avancer. Donc donnons-nous la main. Le meilleur professeur de mathématiques de la commune de Matoto a été gratifié par un cadeau composé d'un ordinateur et d'une enveloppe symbolique. À l'occasion de cette journée de l'enseignant, le syndicat national des enseignants, le SNE, a fait une déclaration dans laquelle il a soumis un cahier de charge aux autorités de l'éducation. Explication, Kadia Diallo, Amaralex Silla. La journée du 5 octobre de chaque année est dédiée au personnel enseignant. En Guinée, cette journée a été placée sous le signe « La jeunesse, l'avenir de la profession ». Une célébration en phase avec une des recommandations de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO. Nous faisons un travail extraordinaire tous les jours en accompagnant avec succès les élèves et ce, en dépit des conditions d'exercice qui ne sont pas toujours faciles. Précarité de vie et de conditions de travail, ingratitude, injures, stress, maladies professionnelles.
Les instances dirigeantes de l'enseignement imposent des critères relativement à certaines recommandations, à savoir les droits conférés au personnel enseignant, leurs responsabilités, ainsi que les normes qui régissent la formation préalable et continue, leur recrutement, leur emploi et leurs conditions d'enseignement et d'apprentissage. Il est plus que temps que le gouvernement nous valorise pleinement en tenant compte de notre avis, mais aussi en nous accordant rapidement de meilleures conditions de vie et de travail, pour faire en sorte que la flamme enseignante reste allumée. En Guinée comme ailleurs, le droit syndical est un acquis. Cette journée se célèbre avec une myriade de réflexions et de constats lamentables, faisant cas des bévues enregistrées au sein des organisations syndicales. Le syndicat national des enseignants, celui-ci se veut respectueux de la législation encadrant le secteur et craint un réveil tardif du corps professoral. Aujourd'hui, le syndicalisme est devenu un moyen d'enrichissement illicite sur le dos des pauvres enseignants, une guerre de leadership, de monopole et d'hypocrisie teintée d'une dose politique. Cette journée se devait un cadre de réflexion en vue de créer une unité d'action, de manière à œuvrer pour la qualification du secteur éducatif guinéen. Pourtant, cette fête intervient à la suite de plusieurs querelles intersyndicales où le gouvernement assiste à une scission des organisations syndicales. Restons dans le secteur de l'éducation avec la fin des travaux de renforcement des capacités des enseignants de l'élémentaire. Le programme a touché les enseignants de Kindia, Mamon, Farana et Labé. Le programme en question, qui vise à qualifier davantage le système éducatif guinéen, est initié par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Din Kamara. Cette formation a duré 2 semaines dans toute la région de la Guinée. Elle était axée sur des modules de français, mathématiques, management et vise à améliorer la prestation des enseignants en situation de classe. Elle favorise également une meilleure gestion du personnel pour les directeurs d'école. Et tout naturellement, il faut renforcer les capacités. Cette fois-ci, nous avons donné plus de dominante en mathématiques et en français. Parce qu'après les évaluations, on s'est rendu compte qu'à tous les niveaux, ces notes-là étaient faibles. C'est la présence effective de l'ensemble des enseignants inscrits. Et dans certaines préfectures, on a eu des difficultés à demander aux enseignants qui n'avaient pas leur nom de se patienter. Selon le chargé des collectivités décentralisées de la préfecture de Forêt-Caria, cette formation pourrait améliorer le niveau des enseignants et avoir un bon rendement scolaire des élèves. Oui, l'éducation guinéenne se remet en question et veut à présent se dépasser. Avec le renforcement des capacités de formateurs, nous comprenons à juste titre que demain, il y aura un impact positif dans le système éducatif. Les participants à cette formation saluent l'initiative et exhortent le gouvernement qu'elle soit pérenne. Bon, dans cette formation, on a reçu beaucoup de choses dont on ne connaissait pas. Bon, qu'est-ce que je demande à l'État guinéen, c'est d'augmenter surtout, c'est nous aider à faire de formation continue qui va nous permettre seulement à actualiser notre formation de base et surtout pour nous permettre de mieux donner ce qu'on a reçu ici en classe. Ils étaient au total 2700 cadres à suivre cette remise à niveau. Faut-il souligner que ce département de tutelle a fait de la formation de son personnel enseignant une tradition. Des membres statutaires et des invités composés de 91 cadres qui occupent des fonctions à l'université de Sonfonia tiennent un conseil pour préparer la rentrée, partager des informations sur le fonctionnement du moment. Les ambitions pour l'année scolaire sont discutées. Les difficultés rencontrées par tous les différents services sont mises sur la table. Le compte-rendu est signé Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. À date, l'université de Sonfonia abrite environ 17 000 étudiants, un demi-millier d'enseignants-chercheurs et une centaine de cadres qui facilitent son fonctionnement. Sonfonia se distingue aussi en Guinée par l'existence des 3 cycles, 16 licences, le même nombre en master et 2 écoles doctorales.
L'ambition est grande, seulement l'encadrement risque de déchanter si les moyens ne suivent pas les programmes établis. Nous risquons de trahir nos ambitions si on laissait la recherche dans son état actuel. Il y a souvent un peu de faiblesse dans l'encadrement des apprenants. Pour pallier à ces lourdeurs administratives et opter pour une efficacité, depuis 2 ans, l'université est en mutation. En plus de la méthode classique, l'encadrement a tissé des partenariats avec des universités françaises et turques pour des avantages précis. Sa transformation vers l'internationalisation, sa transformation sur le plan académique, ses transformations sur le plan pédagogique, mais aussi et surtout sur le plan de la recherche. L'autre ambition du rectorat est d'attirer l'élite guinéenne et tenter de mériter la confiance des parents et autorités. La visite du chef d'État l'année dernière était un test réussi. C'était un challenge, je crois que tout le monde a vu le résultat, et lui-même il en était content. Et nous sommes heureux depuis. Nous avons eu la flamme au cœur pour mieux faire. Et je garantis que Sonfonia sera une université qui va répondre aux attentes non seulement des populations intéressées à envoyer leurs enfants ici, mais aux attentes du ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet et du gouvernement tout entier. Le ministre de l'Enseignement supérieur a instauré des activités sportives au sein des instituts. Des infrastructures adéquates seront construites, une pelouse synthétique est attendue ici. On en vient à cet élément annoncé dans les titres. Si certains chefs d'État africains préfèrent mourir au pouvoir en foulant au sol le principe de l'alternance démocratique, d'autres par contre s'engagent à défendre celui-ci. C'est en tout cas l'une des recommandations fortes du sommet de Niamey organisé par le NDI. Les chefs d'État présents lors de ce sommet s'engagent à défendre le respect de la limitation des mandats et à encourager l'alternance démocratique et le respect de l'état de droit en Afrique. Je vous propose de suivre un extrait du discours du président nigérien Mahamadou Issoufou. Le débat sur la Constitution pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir se concentre surtout sur un point essentiel, celui de la limitation du nombre de mandats. La question de la durée du mandat présidentiel et sa limitation n'est pas récente. Aux États-Unis, la plus vieille démocratie représentative, monsieur l'ambassadeur des États-Unis du monde, la Constitution ne prévoyait au départ aucune limitation. Ce fut George Washington qui initia la tradition de la limitation à 2 mandats. Et tous ses successeurs ont respecté cette tradition. Et la limitation n'a été formalisée que par le 22e amendement après les 4 mandats du président Franklin Delano Roosevelt. Lui aussi, c'est certainement à cause de ce que vous connaissez, à cause de la Seconde Guerre mondiale. Voilà le président nigérien Mahamadou Issoufou qui s'exprimait donc par rapport à la limitation des mandats en Afrique et le respect de la Constitution, des propos recueillis par notre envoyé spécial Moussa Moïse Silla. Autre aspect dans ce journal, parlons à présent du processus électoral, la formation des agents des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales s'est déroulée dans de bonnes conditions dans la région de la Haute-Guinée. Les équipes de supervision déployées sur le terrain se réjouissent de la pédagogie utilisée par les formateurs pour la bonne compréhension des participants. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara. Ce sont 1015 agents répartis en des groupes pédagogiques qui ont bénéficié de cette formation initiée par la CENI à Siguiri. Ils auront la charge de mener des activités au sein des 203 commissions d'administration d'établissement des listes électorales à Siguiri. Les travaux avancent à la grande satisfaction des superviseurs. Nous avons 4 jours de formation à faire. Pour le moment, la préfecture de Siguiri n'a pas rencontré de difficultés. À ce stade, sur l'état national, on est à 98% de la fin des opérations de formation. Et par endroit, les activités de lancement des cahiers ont été effectuées. À Cancan, pour mieux faire comprendre aux participants les modules enseignés,
les formateurs ont introduit la langue du terroir. Et nous avons eu à faire même des débats en langue malinké et aussi les travaux de simulation. Nous avons tous effectué tout cela en langue malinké. Et je pense que les participants sont rentrés satisfaits. Une improvisation que le superviseur a bien félicité. Les formateurs ont été au haut niveau, les membres aussi ont été bien formés. La plupart des gens avec qui j'ai échangé, si j'ai compris, ils m'ont dit que les formateurs ont bien donné la formation. Ils sont même partis jusqu'à expliquer dans les langues nationales, ce que j'ai apprécié beaucoup. Après l'étape de la formation, l'heure est à l'identification des électeurs à Dinguiraye. Des citoyens se présentent chez leur chef de quartier où se déroule l'opération pour vérifier des fiches de renseignement, signaler des erreurs constatées, déclarer des nouveaux électeurs, entre autres. Pendant ce temps, c'est la tristesse et la consternation à la CEPI de Kouroussa. Le président de cette commission, Kansereba Kondé, a tiré sa révérence le 2 octobre dernier des suites de maladies. Il laisse derrière lui un grand défi à ses collègues. Du côté de Zérekoré, les opérations d'identification des électeurs ont été lancées mercredi. C'est le préfet qui a procédé à ce lancement dans la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales de Nyenko-Soukoura en présence des populations de ce quartier de la commune urbaine. Reportage Idrissa Bari. Dès après la formation des agents des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales en Zérekoré, la CEPI a aussitôt lancé les opérations d'identification des électeurs en présence de l'autorité préfectorale. Le commissaire superviseur de la CENI pour la préfecture revient sur les 2 phases de cette opération. La première étape va concerner bien sûr l'identification des anciens électeurs qui existaient déjà dans la base de données, c'est-à-dire les électeurs qui ont voté au moins une fois. La deuxième phase de la révision va concerner l'enrôlement biométrique. Ça, c'est à travers les machines, comme vous le savez habituellement, c'est des kits qui viendront. L'électeur passe, il met ses empreintes, c'est-à-dire ses doigts sur l'écran. La réussite d'une élection passe nécessairement par une bonne opération de recensement. Le préfet a donc invité les agents des CAR de sa juridiction à mettre en œuvre les recommandations reçues durant leur formation. Notre souhait est qu'à Zérekoré, tout se passe bien. Que les électeurs se présentent devant la commission, soit pour une identification, soit pour inscription. Quant aux membres de la commission, vous avez un rôle primordial. Toute élection commence par l'électeur. Si l'électeur est enrôlé, la liste sera fiable et le jour de l'élection, il ne va pas avoir de problème. Nyanko Simon-Pierre Onomou, résident du quartier, vient de confirmer aux agents de la CAERL les informations contenues sur sa fiche. Il est satisfait de l'opération. Mon enregistrement précédent, ils ont vérifié effectivement ça correspond aux différentes informations. Après, ils m'ont donné un programme de Milan. Après une semaine, je vois la suite. Peut-on vraiment compter sur le digital? En tout cas, plus de 80% de la population africaine dispose d'un téléphone portable, mais seulement quelques-uns savent vraiment en profiter. Une raison qui a poussé des jeunes entrepreneurs à lancer un programme de formation dénommé 10 000 décodeurs pour permettre aux jeunes Africains de bien profiter du digital. On fait le point dans ce reportage signé Mamadou Saliou Ba Ibrahima Souri Kamara. Est-il vraiment l'avenir? De nos jours, le digital se retrouve dans tous les domaines d'activité. Vous pouvez donner de vos nouvelles, transférer de l'argent, payer vos factures sans vous déplacer. Bref, il est devenu incontournable. Alors, des entrepreneurs vont miser sur le digital pour découvrir d'autres atouts comme Kadiatou Sego, qui compte former 10 000 jeunes d'ici 2025 à travers un programme dénommé 10 000 codeurs. Le programme 10 000 codeurs, c'est un réseau d'experts
bienveillant. Donc, si vous voulez, dans chaque domaine, étant donné qu'on a besoin du numérique, c'est quelque chose qu'on apporte, un supplément qu'on apporte pour pouvoir créer une chaîne de valeur autour de différents métiers pour pouvoir avancer. Le programme, qui a déjà fait ses preuves au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, concerne des jeunes génies qui évoluent dans la programmation, la création de sites internet ou qui ont au minimum un bac+3. Il donne l'opportunité de réaliser des rêves comme ceux de Mariano, étudiant en médecine mais amoureux de l'informatique, qui a cru au programme. J'ai eu aujourd'hui la chance d'être aujourd'hui celui qui va créer un logiciel, pour l'application dans la société. Si Mariano est sûr de réaliser son rêve, c'est parce qu'il a décroché une bourse avec 5 autres jeunes en s'inscrivant sur le site de 10 000 codeurs. Ensemble, ils seront formés ici en Guinée pour pouvoir développer des applications web et mobiles. Principalement, la formation va s'accentuer, notamment dans un premier temps, sur des langages de programmation basiques pour qu'ils aient les prérequis, mais principalement, nous allons surtout nous appuyer sur le Java. La formation va commencer le 24 novembre. Elle va durer 10 mois. Les jeunes seront ensuite accompagnés pour une meilleure insertion socio-professionnelle avec un seul objectif, permettre à l'Afrique de faire face à la révolution numérique. Les jeunes acteurs du changement Jacques 518 ont organisé une conférence débat ce samedi à Conakry. Le thème portait sur l'immigration clandestine qui prend des proportions inquiétantes en Guinée. Conférenciers et participants ont échangé sur les causes, conséquences et pistes de solutions. Mamadou Kalisso, Djibril Kaba Kamara. Mon avenir, mon paradis, c'est ici, chez moi. Je ne me laisserai pas piéger par des discours d'illusion. Tels sont les slogans des organisateurs de cette rencontre. Pourtant, ces vœux pieux sont très loin de la réalité, puisqu'en 2018, la Guinée a enregistré près de 13 300 migrants retournés et 14 400 cette année. Parmi les causes majeures de ces phénomènes, Dansa Kourma évoque le désespoir de la jeunesse guinéenne et la perte de confiance vis-à-vis de leurs dirigeants. Ceux qui meurent dans la Méditerranée, c'est aussi à la recherche de l'Eldorado, mais c'est un suicide parce qu'ils ne croient plus à l'avenir. Cet activiste de la société civile ajoute l'effondrement du système éducatif parmi les facteurs déclencheurs de ces suicides en Méditerranée. Alors le système éducatif guinéen a été vidé de son contenu, dévalorisé, et on estime que c'est les meilleures universités étrangères qui permettent à un homme de réussir. Alors du fait que ceux qui ont étudié en Guinée, la plupart n'ont pas réussi, il y a un angle de calcul tout simple. La réussite, c'est de l'autre côté. Donc ça tente les gens à aller. Alors qui doit faire pour que le système éducatif soit résilient? C'est les dirigeants. Il faut un contrat social, un contrat politique entre ceux qui dirigent ce pays à tous les niveaux de responsabilité et la société guinéenne. Parce qu'on dirige un pays, c'est pour répondre aux questions et aux préoccupations de la société. Donc je crois, tant que durera l'abandon, la dévalorisation, le dénigrement du système éducatif guinéen, l'éternelle recherche de l'Eldorado tuera des millions de Guinéens. Cette ancienne ministre aussi accable les gouvernants. Selon elle, la pyramide du développement a été renversée. Les zones rurales laissées pour compte laissent place à l'exode rural. Tous nos programmes sont concentrés sur les zones urbaines. Moi, j'ai fait 168 000 km dans le pays et dans la sous-région en 10 ans. À l'Elouma, c'est le réseau téléphonique du Sénégal qu'on utilise. À Kouré Malé, c'est le réseau téléphonique malien. À Pamalab, c'est le réseau téléphonique sierra-léonais. Dans mon village, dont je suis très fière, à 41 km à la ronde, il n'y a pas un seul centre de santé. 41 km. Il y a un district de 5000 et quelques âmes. On n'a pas un seul poste de santé. D'après des statistiques, la Guinée et le Nigeria occupent la tête des pays d'Afrique subsaharienne qui produisent des migrants. En marge de cette rencontre, le président du CNOCS a invité l'entourage du chef de l'État et tous les Guinéens à accompagner Alpha Condé dans la légalité et la légitimité. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. S'ils veulent aider le chef de l'État,
et je parle à tous les Guinéens, s'ils veulent aider, s'ils aiment ce pays, ils sont des patriotes, c'est d'aider à réussir le changement, et ce changement dans la légalité. Pourquoi? Dans le respect de la loi. Pourquoi? Et les engagements internationaux de la Guinée, dans la dignité, parce que ça doit le permettre de sortir par la grande porte. C'est ça qui est l'avenir de ce pays. Et je parle de légitimité, c'est de tenir compte de la volonté de la majeure partie de nos concitoyens. C'est ça le résumé de mon discours. Mais ce n'est pas pour cultiver l'hypocrisie et le mensonge en faisant croire que tout est possible. Je suis désolé, il faut qu'on ait le courage d'aborder les problèmes de la Guinée et il faut qu'on ait le courage d'aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Dansa Kourouma, président du CNOX. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, on passe à l'actualité internationale dans ce 22h. En France, l'auteur de l'attaque qui a tué jeudi 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris aurait adhéré à une vision radicale de l'islam et en était en contact avec des individus de la mouvance islamiste socialiste, indique Jean-François Ricard, procureur antiterroriste, lors d'une conférence de presse à Paris. Ces propos sont recueillis par nos confrères de l'AFP. La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et sont plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. En Équateur, la situation reste tendue. De nouveaux affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants qui protestent contre la hausse des prix du carburant suite à la baisse de subventions. Reportage Djibril Ba. Depuis l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs du carburant ce jeudi, le gouvernement est la cible de la colère de la rue. Le secteur des transports s'est mis en grève dans plusieurs régions du pays et le mouvement va se poursuivre. En réaction à l'instauration de l'état d'urgence, les protestataires ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur la police qui a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène. Le ministre de la Défense dénombrait 277 interpellations et 21 personnes blessées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le démantèlement des subventions pour le diesel et l'essence dans le cadre d'un accord conclu en mars avec le Fonds monétaire international a conduit à une augmentation des droits de douane pouvant atteindre 123%. Cet accord prévoit un soutien financier de 4,2 milliards de dollars en échange d'un programme de réforme économique sur 3 ans. Voilà, c'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée sur notre chaîne.